Excellent. Bonsoir à tous et à toutes. Welcome to the atelier of the webinar for teaching French through poetry. We have with us Dr. Jyoti Venkatesh, who is gladly accepted to do this webinar for us. Thank you, ma'am, for being here and for accepting this to do this workshop. I would like to tell you that about AIF Pro and the French House Jaipur, who has been bringing to us events about French learning, teaching during these difficult times where human contact has been so difficult. And it's a pleasure to meet French teachers and French learners from all over the country during these times. So thanks once again, AIF Pro and the French House Jaipur. May I please request Dr. Arun Kumar Santalingam from AIF Pro to say a few words about these events. Good evening, everybody. Bonsoir, chers collègues. So it's really a great moment to launch a workshop on poetry, and like as William Shakespeare, he says, I'm quoting it in French. La poésie est une musique que chaque homme porte en soi. So everyone has, the poetry inside us. And now that music, it's going to come out through Madam Jyoti Venkatesh, Dr. Jyoti Venkatesh, the chairperson from Bangalore University. And she's going to explain you, many things about French poetry and how it can be used in the class. So, so you can expect a lot, okay, from the expert. Good evening, ma'am. A big welcome to you. Bonsoir, mes amis et chers collègues. Thank you very much, AIF Pro and the French House Jaipur, for organizing, first of all, such a webinar where the emphasis is on literature, and that too, la poésie, and how it could be a pedagogical tool. So I'm very happy to be here and share some of my thoughts and experiences that I've had in the last 3 decades as a teacher of French and French poetry, especially. So with these few words, I would like to start. And if you are ready, I will share the screen. Arun Kumar? Yeah, 1 second. Yeah, it's done. Okay, 1 second. Voilà. Donc, bonsoir encore une fois et merci d'être là pour suivre cette webinaire qui est intitulé « La poésie française comme outil pédagogique, Use of French Poetry as a Pedagogical Tool ». Donc, on m'a déjà présenté. Donc, je suis Dr. Jyoti Venkatesh, Chairperson, Center for Global Languages, Bengaluru Central University. Bengaluru Central University was part of Bangalore University, and in 2018, it became a separate university. So hence, it's called Bengaluru Central University. So, pourquoi, en fait, la littérature dans une classe de FLE? Je suis sûre que beaucoup parmi vous vont demander cette question. Encore une question qui peut s'éveiller en vous, c'est peut-elle, vraiment servir comme un outil pédagogique, n'est-ce pas? Parce qu'après tout, depuis la méthode traditionnelle a été abandonnée, la littérature n'était pas vraiment utilisée, ni même en France. Donc, mais la question que j'aimerais répondre, enfin,
la réponse que je donne à cette question, c'est pourquoi pas la littérature dans une classe de FLE, n'est-ce pas? Tout d'abord, quand on parle d'un outil pédagogique, qu'est-ce que c'est tout d'abord? C'est juste un support, oui, qui devient outil dans une méthode pédagogique, en fait. Donc, par exemple, un simple support, une carte, un tableau, un film et même un poème ne sont pas vraiment des outils pédagogiques. Un outil est pédagogique lorsqu'il est utilisé de façon pertinente dans une démarche d'apprentissage qui les intègre à un moment donné, bien sûr. Un outil est pédagogique parce qu'il favorise la relation d'apprentissage que le formateur organise entre celui qui apprend et l'objet d'apprentissage. Donc, créer un outil pédagogique, c'est en fait organiser une situation d'apprentissage de façon ingénieuse et efficace, bien sûr, avec un support facilitant. Donc, ce support peut être n'importe quoi. Donc, par exemple, un marteau est un outil quand il sert à planter un clou. D'accord? De la même façon, un poème devient un outil quand il incite à la participation dans un cours de FLE. Et ce que je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est comment un poème devient ce outil pédagogique. Bon, la poésie française. Pourquoi la poésie française? Oui, c'est un genre capable d'améliorer les compétences langagières. Mais malheureusement, beaucoup de gens, je ne sais pas, ils ignorent ce fait ou voudraient l'ignorer. Okay? En cours de FLE, le poème a longtemps trouvé sa place presque à la fin d'un cours, où il a été totalement ignoré. Okay? La valeur de la littérature est souvent sous-estimée. C'est ce que j'ai observé dans les trois dernières décennies depuis que je suis enseignante. La valeur de la littérature est trop souvent sous-estimée. Plusieurs raisons sont là pour cette hésitation. D'accord? Certains pensent que c'est un monument inapprochable. Quand on parle d'un monument, n'est-ce pas, ce n'est, dans le contexte de la poésie, c'est quelque chose qui est inappréciable, selon moi. Insaisissable, peut-être, oui. Inaccessible, peut-être, pour certains. Donc, dans tel contexte, pour certains, c'est un monument inapprochable. Pour certains, c'est un genre le plus difficile. Nous avons un poète français contemporain, oui, Philippe Jacotet, qui nous dit que, au premier lieu, la poésie semble inaccessible. Okay? Parce que certains poètes imaginent des choses qui sont parfois difficiles à interpréter et à comprendre par le lecteur, et qui ne connaissent pas forcément l'état d'esprit ou le lieu ou encore le temps où ce poète a écrit son œuvre. Donc, pour cette raison, le genre semble le plus difficile. Mais est-ce qu'est-il le plus difficile? Ben, on verra. Certains pensent qu'il faut un niveau très élevé de langue pour la comprendre. Ce n'est pas vrai, parce que ce ne sont pas juste les mots qui composent un poème. Oui, on voit une certaine harmonie entre les émotions du poète et le courant littéraire auquel il appartient. Donc, c'est une amalgamation. Ce n'est pas juste le niveau qui nécessite cette compréhension. Il y a encore d'autres choses. Donc, pour certains, bien sûr, à cause de ces différentes raisons, c'est le genre le plus détesté aussi. Oh, j'ai rencontré des gens qui disent « Ah, poésie, non. On ne peut pas l'utiliser dans une classe de FLE. Ce n'est pas possible
ce ne serait pas apprécié, ce ne serait pas non compris. Mais bon, ça, c'est des perceptions différentes. Mais aujourd'hui, je vais essayer dans cette petite, à peu près moins d'une heure, essayer de peut-être changer cette perception au moins un peu. La raison, je pense, n'est-ce pas, pour cette hésitation d'adopter la poésie en classe de FLE provient très souvent parce que les enseignants manquent la motivation de l'adopter. Et je ne les blâme pas complètement parce que très souvent, les cours de FLE sont très, il manque le temps. Les enseignants n'ont pas tellement de temps pour finir ce qui leur est prescrit de finir dans cette une heure et demie de cours qu'ils ont. Donc, très souvent, il y a cette motivation qui manque pour adopter ce genre qui semble difficile. Mais je pense qu'il y a aussi une autre raison. Ceci est dû au fait qu'il y a certaines lacunes dans leur formation. Vous savez, vous êtes tous des enseignants qui sont bien formés dans cette langue, etc. Mais je pense qu'il y a quelque part une petite lacune qui existe où on ne voit pas vraiment les textes littéraires qui sont exploités dans de telles formations. Et c'est dommage parce que ces deux raisons que je considère majeures font perdre aux apprenants de FLE la joie de découvrir la langue et la culture française à travers sa littérature. Ok, vous ne pouvez pas séparer la littérature de la culture française. Donc, et vous ne pouvez pas séparer la culture de la langue. Donc, je dirais tous les trois sont interliés. Donc, on ne peut pas les séparer, on ne peut pas les laisser tomber, on ne peut pas les tenir à l'écart. Bon, texte littéraire, texte historique, petit historique, la méthode traditionnelle utilisée la littérature pour enseigner une langue, d'accord? Même en FLE, en fait. Les apprenants étudiaient les chefs-d'œuvre français. Mais avec cette méthode, on avait une bonne connaissance, je sais, de la langue, mais c'était une connaissance passive, car l'écrit dominait. Oui, c'était juste l'expression écrite qui était vraiment en jeu. Mais très souvent, ils étaient incapables de parler. Ces étudiants qui suivaient cette méthode étaient très, très souvent incapables de parler vraiment la langue. Donc, avec le rejet de la méthodologie traditionnelle, même en France, la littérature fut la moins utilisée, en fait. Mais heureusement, avec l'avènement des méthodes de structure globale audiovisuelle et surtout les approches communicatives où la langue est considérée comme un moyen de communication, en fait, la littérature est revenue en perspective, au moins dans quelques cours de FLE. La littérature nous incite à réfléchir aux liens qui doivent rapprocher des visées communicatives, actionnelles et culturelles dans l'enseignement de la langue étrangère. Bien sûr, quelques gènes sont soulignés, quelques gènes y existent, mais dites-moi où est-ce que vous n'avez pas de tels problèmes ou de telles difficultés, n'est-ce pas? Malgré l'introduction de textes littéraires en classe de FLE, le caractère réel du texte littéraire renie. Oui, il est utilisé à l'égal des articles de journaux, par exemple, ou des notices, comme un support, oui, d'analyse linguistique. Son caractère propre, ce qu'on dit là, sa littérarité, n'est ni reconnue, ni exploitée, malheureusement. Trois épines, je les appelle des épines qui poussent à l'exclusion des textes littéraires. Le premier, le contexte institutionnel. Oui, j'accepte que c'est difficile pour les étrangers comme nous, par exemple, d'acquérir des connaissances qui permettent de déterminer, par exemple, de façon
empirique, un auteur, une maison de publication, n'est-ce pas, et des choses comme ça. C'est vrai, c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Donc, on peut toujours rechercher. Et maintenant, avec l'Internet, vous pouvez faire des recherches de toutes sortes de choses. Donc, pourquoi pas dans le contexte institutionnel? Oui. Deuxième, le manque de la perception de l'intertexte discursif. Non, qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous lisez un poème, dans le texte, il faut lire aussi l'intertexte. C'est-à-dire, il faut analyser la logique des liens concrets entre le texte et les autres œuvres littéraires. Par exemple, vous avez des analyses, des critiques qui existent en ce qui concerne un tel poème, un tel auteur, un tel texte littéraire. Donc, je sais que le manque existe, mais le manque peut être, formé. On peut obtenir de tels détails. Ce n'est pas difficile. La difficulté à décrypter le réseau des connotations. Qu'est-ce que ça veut dire décrypter? Déchiffrer le sens des mots. C'est juste, ça veut dire déchiffrer le sens des mots. Je sais que pour les Français ou les francophones, ce manque n'existe pas. Oui, parce qu'ils sont entourés par cette information. Mais nous aussi, nous sommes capables d'obtenir de telles informations. Donc, ces gènes peuvent être éliminés, n'est-ce pas, pour adopter la littérature en classe de FLE. Il y a aussi d'autres raisons pour l'exclusion, surtout de la poésie de la cour de FLE. Les règles engagées pour la poésie sont beaucoup plus poussées. Oui, j'accepte parce que il y a tellement de différents genres de poésie, bien sûr, il y a différentes façons d'écrire, des règles sont un peu différentes, un peu soutenues. Donc, que font les enseignants? Bonne raison pour la laisser tomber. Oh, qui va, préparer tout ça? Considérer un genre littéraire bien mystérieux. Pourquoi est-ce que c'est mystérieux? Mais parce que c'est abstrait. Ce n'est pas quelque chose qui est concret. Et ce n'est pas seulement quelque chose qui est basé sur des mots seulement. C'est beaucoup plus que ça. C'est une émotion, c'est une image, oui, c'est une expression. Donc, beaucoup de choses qui se ajoutent. Donc, cela rend le genre bien mystérieux. Donc, quel est le résultat? Pas adepte pour les débutants. Ça, c'est ce que disent la plupart des enseignants. Un genre capable de déstabiliser l'élève à cause d'un style parfois compliqué et des images parfois obscures. J'accepte que le style n'est pas toujours très évident ou très concret. Je vous ai déjà dit que c'est abstrait. Donc, il n'y a pas question de déstabiliser. Si vous êtes bien préparé pour exploiter un poème en classe de FLE, je ne pense pas que l'élève va être déstabilisé. C'est vous, comme enseignant, qui devez d'abord trouver votre stabilité. Alors, je vous rassure que vous allez vous aussi, vous bien s'amuser dans votre cours. Mais malheureusement, à cause de cette raison, beaucoup l'ignorent, n'utilisent pas le poème dans la classe de FLE. Mais ce que je supplie à tous les enseignants qui m'écoutent aujourd'hui, il faut garder l'intérêt, malgré les difficultés soulignées. Pourquoi? Parce qu'il y a des raisons très valables, très importantes que vous devez comprendre. L'apprentissage d'une langue sollicite de cet apprenant des activités motrices et psycholinguistiques, en partie la métalinguistique que vous connaissez déjà. Le genre poétique a pour objectif
d'élargir la connaissance de l'homme et d'enrichir la communication humaine. Vous n'allez pas sans doute accepter ça maintenant, mais peut-être vers la fin de ma présentation, votre opinion va sans doute changer. J'espère que ça va changer. Elle ne nécessite pas une longue contextualisation, la poésie. Elle fait appel à l'imaginaire de l'apprenant, n'est-ce pas? Elle ouvre votre, what we call in English, the inner eye. Ça, c'est ce qui est vu chez les apprenants. Ils montrent l'intérêt. Si vous allez montrer l'intérêt, ils vont aussi montrer l'intérêt pour la poésie. Ça, c'est, je vous dis par expérience, que les apprenants sont intéressés par la poésie si vous le présentez comme il le faut, tout d'abord. Oui? Le texte du poème devient un espace à explorer. Donc, ce n'est juste pas juste un texte qui est devant vous, mais ça devient un espace d'où vont surgir les significations qui sont cachées dans un certain nombre d'opérations scripturales, bien sûr. Mais vous allez voir que la poésie a beaucoup à offrir. Les avantages du texte poétique. Tout d'abord, un poème est souvent court, okay, comparé aux autres genres comme le roman ou le théâtre. Donc, comme c'est un poème qui est souvent court, cela facilite la mémorisation. Parce que, je dois vous dire ici, la mémorisation est essentielle. Vous allez voir pourquoi après. Un poème n'est pas entaché d'actualité comme le texte du presse. C'est-à-dire, si vous allez exploiter un poème écrit par un écrivain du XVIe siècle, ben, ce poème va rester, au XXIe siècle aussi, elle est valable. Parce que le poète traite des thèmes qui sont quasi universels. Des sujets comme l'amour, la mort, la vie, la nature. Il y en a plein. Donc, ce sont des sujets qui ont un caractère universel, que ce soit 21e siècle ou 16e siècle ou 19e siècle ou encore à venir, le 25e siècle. Okay. Je suis sûre que la poésie ne va pas perdre sa forme ou son rôle. Son rôle va rester comme elle est, comme elle était, comme elle est, comme elle va être au futur. Ça ne va pas changer. Par sa richesse lexicale et syntaxique, la poésie a la force d'enrichir le vocabulaire tout d'abord, d'améliorer la prononciation et l'intonation. Et en plus, elle développe chez les apprenants la capacité d'expression. Et quand vous parlez une langue, n'est-ce pas, votre expression orale est très importante. Vous devez savoir vous exprimer, sinon personne ne va vous comprendre. Comprenez? Et ça, c'est quelque chose que la poésie développe en vous. La lecture d'un poème demande une attention personnelle. Vous êtes dans une classe de 20 étudiants, 10, 20, 30, c'est pas grave. Mais chaque étudiant, comment est-ce qu'il va aborder le poème? Ben, ça dépend de lui. Il doit donner une attention personnelle. Des relations se créent entre le texte et les apprenants. Ces relations sont souvent de trois types, esthétique, éthique et émotionnelle. Les apprenants ont aussi la possibilité de développer un à un la sensibilisation culturelle et bien sûr aussi les aspects grammaticaux et lexicaux. Donc vous voyez, il y a tellement de choses à offrir à la poésie. Et la bonne nouvelle, si vous voulez, on peut aborder la poésie dès le niveau débutant, à condition, bien sûr, qu'elle réponde à certains critères.
Choisissez les poèmes courts. Oui, bien sûr. Okay, vous n'allez pas donner un poème de 2 pages aux débutants. Oui, comme ça, par exemple, ceux de Jean de La Fontaine, Jacques Prévert, Maurice Carême. Il y en a beaucoup de poètes, qui ont écrit des poèmes merveilleux. Là, j'ai cité que quelques-uns, mais la liste est très longue. Ils vont aider à une lecture plus rapide, tout d'abord, parce qu'elles sont courtes. Elles sont courtes, par exemple, le poème. Et des retours en arrière plus aisés. Oui, parce que un poème ne se lit pas juste pour une fois. On doit lire, relire, relire pour vraiment apprécier le poème dans sa, entièrement. Okay? Ensuite, faire entendre le poème là où possible. Aujourd'hui, je ne pense pas que c'est difficile. Vous allez trouver des enregistrements sur l'Internet. Dans la voix du poète lui-même, les étudiants auront l'occasion d'entendre une voix autre que celle du professeur. Et je vous dis que ça les intéresse beaucoup. Ensuite, l'objectif visé par la lecture décidera le choix du thème. Par exemple, le poème choisi doit susciter des questions sur le poète, par exemple, le sujet abordé, le courant poétique, l'époque et bien d'autres choses. D'accord? Le choix du poème va se modifier en fonction de l'activité prévue après par l'enseignant. Ça peut être un débat, un exercice d'expression écrite, une révision lexicale ou grammaticale, ou tout simplement une activité ludique. Oui? Donc, ceci va aussi déterminer votre choix. Mais faites attention au lexique du poème choisi au niveau débutant parce que ce qu'il faut éviter au début, c'est un poème avec trop de mots nouveaux. Le poème devra être analysé mot à mot et la tâche risque alors d'être fastidieuse. Donc, il faut faire attention. Avant d'entamer un poème, n'est-ce pas, il faut que les éléments morphosyntaxiques doivent être mis en place. Ça, c'est absolument essentiel. En plus, choisissez un registre de langue courant pour le niveau débutant. Oui, vous pouvez utiliser un registre de langue soutenu pour les niveaux supérieurs, mais pas pour les débutants, bien sûr. Choisissez des poèmes réalistes. Quand je dis réalistes, des sujets de tous les jours, par exemple. Oui? La nature, je ne sais pas, la vie, oui? La rose, les animaux. Il y en a plein. Donc, un texte difficile va ennuyer, bien sûr, et fatiguer la classe. Pas seulement la classe inclut l'enseignant aussi. L'enseignant aussi va être fatigué. Tandis qu'un texte simple va maintenir l'intérêt et aider à dégager le sens aussi. Ça, c'est très important. Utilisez autant que possible les poèmes des poètes modernes. Pourquoi je dis ça? Parce que les sujets seront contemporains. C'est la seule raison. Donc, comme Guillaume Apollinaire, Jacques Prévert, Boris Vian, Paul Éluard, René Char, bon, il y en a plein. Surtout pour les débutants, je suggère d'utiliser des poèmes des poètes modernes. Mais si vous voulez utiliser les poèmes des poètes classiques ou des poètes du 19e siècle, par exemple, une courte contextualisation va aider avant d'aborder le poème. De cette façon, l'enseignant entre dans la poésie, dans le contexte, et ça va bien sûr attirer l'attention des apprenants. Normalement, quand on enseigne une langue étrangère, 2 approches théoriques sont suggérées. Une approche stylistique, que vous connaissez déjà. Cette approche nous demande d'analyser les traits formels. Ici, je parle dans le contexte des textes littéraires, au niveau linguistique. Ainsi, nous analyserons le vocabulaire, la grammaire, le discours et la phonologie.
Ceci est essentiel pour enseigner les aspects formels d'une langue, pour créer un éveil linguistique dans le contexte, ici, des poèmes, par exemple. Une approche fondée sur une réponse. Cette approche propose à l'apprenant de découvrir le sens d'un poème en établissant une entente personnelle à travers le processus d'exploration et d'expérience. Cette entente peut mener l'apprenant à lire. Ça, c'est intéressant. Soit pour saisir le sens, ça serait le début, et ensuite pour le plaisir de lire. Je vous assure que si vous l'introduisez dans la poésie, les étudiants vont développer cette aptitude, de saisir le sens et le plaisir de lire. Vous n'avez pas à douter à cela. Oui? Dans une classe de FLE, cette approche peut aider l'apprenant à partager ses propres idées et ses propres émotions. Ceci va le motiver à parler, à s'exprimer, à lire et bien sûr à écrire. Ce que nous observons très souvent, les étudiants sont prêts à écrire, même lire, oui. Mais quand ils doivent parler ou s'exprimer, ils ont toujours des problèmes, oui. La poésie, c'est un genre qui va aussi exploiter de la façon qu'il faut, s'assurer qu'ils vont ouvrir la bouche, ils vont parler, ils vont s'exprimer. Ce n'est pas nécessaire qu'ils s'expriment dans une langue soutenue. S'ils peuvent s'exprimer de façon qu'il faut, qui est compréhensible à celui qui les écoute, ça suffit pour commencer. En fait, on parle des débutants, en tout cas, pour commencer. Donc, l'objectif est assuré, quoi. Donc, quel objectif et quelle activité proposons-nous? Eh bien, pour commencer, pour des raisons de clarté didactique, d'accord, je présente séparément les différents objectifs possibles et les activités que vous pouvez entreprendre pour exploiter la poésie dans votre classe de FLE. Bon, objectifs linguistiques, vous les connaissez déjà, mais je vais juste encore une fois les répéter. Le poème sert de base pour enseigner un point de vue de grammaire ou pour réviser une structure grammaticale. Il aide à enrichir le lexique, à découvrir de nouvelles expressions, d'autres registres de langue ou repérer les marques de l'énonciation. Oui? Donc, d'une manière, on peut dire la langue fait la littérature et la littérature soutient la langue. Donc, si vous éliminez ce soutien, vous pouvez imaginer que devient la langue. D'accord? Donc, on parle ici de pratiquer la langue à travers le poème. Objectif culturel, le poème aussi fait découvrir un courant poétique, un poète, une époque, mais très important, une sensibilité. Il aide à découvrir une autre culture que la sienne. Oui. Tout le cadre référentiel du poème est présenté. Henri Besse, c'est un enseignant-chercheur, il nous dit « Le texte littéraire est l'un des lieux où s'élaborent et se transmettent les mythes et les rites dans lesquels une société se reconnaît et se distingue des autres. » Oui, c'est très important. Et si vous voyez, il appelle ça des lieux. Oui, ce n'est pas juste un texte, ce sont des lieux où vous voyez toute une société qui se présente devant vous, avec toutes ces mythes et ces rites. Et vous faites découvrir toute une autre gamme culturelle qui est très différente de la vôtre. Il est comme un regard qui nous éclaire. Oui? Il aide les apprenants à comprendre les différences de perception qui existent par rapport à leur
propre milieu. Okay? Donc, des objectifs très, très pertinents à observer, bien sûr. Ici, je vous propose 4 étapes d'activité. Okay? Ces étapes vont aussi vous aider à développer les 4 aptitudes langagières qui sont, enfin, le but des cours de FLE, par exemple. Première étape, prise de conscience. Vous devez être conscient de ce que vous êtes en train de faire, d'apprendre, de savoir. Oui? Cette étape est de développer la compréhension orale de l'étudiant. Okay? Donc, l'enseignant présente le poète et le siècle tout d'abord. Ceci éveille l'intérêt des apprenants. Donc, comme exemple, nous avons choisi un poème de Maurice Carême. C'est un poète francophone belge qui est connu pour son style d'écriture simple et sa poésie enfantine. Donc, j'ai choisi Mon petit chat. C'est un poème très, très gai, très gentil, qui va surtout éveiller l'intérêt des enfants. Oui. Donc, les activités que nous proposons, c'est l'enseignant introduit le poème. Donc, elle a des options multiples pour le faire. Comment on peut l'introduire? Vous pouvez lire le poème tout d'abord. Vous pouvez faire entendre le poème, faire réciter, même chanter le poème. Pas nécessairement ce poème, hein, je parle en général. Ça, c'est juste, je vous donne un exemple pour juste, pour vous introduire certains poèmes des poètes que j'appelle extraordinaires, qui ont, de façon très facile à vous montrer comment on peut exploiter la langue aussi, n'est-ce pas? C'est si joli. Voyez le poème, j'ai un petit chat, petit comme ça, je l'appelle Orange, oui. C'est si simple, ce n'est pas compliqué du tout, oui. Donc, vous avez toutes ces options multiples pour introduire le poème. Un sujet familier avec le thème du poème traité devant la classe éveillerait l'intérêt des apprenants. Si ce sont des étudiants âgés, des jeunes apprenants, bon, des animaux sont toujours intéressants, oui, un petit chat, un chien, un oiseau, pourquoi pas. Oui, donc vous pouvez les introduire à des différents thèmes qui sont familiers et ils vont apprécier ce poème. Demandez des questions simples portant sur la compréhension du texte, oui, comment s'appelle le chat, oui, qu'est-ce qu'il ne mange pas, qu'est-ce qu'il mange, qu'est-ce qu'il aime. Ce sont des choses très simples, mais qui va donner créer cette atmosphère où les étudiants vont ouvrir la bouche, vont parler, vont s'exprimer. Vous pouvez aussi utiliser les moyens comme paraphraser, mettre en situation, mimer, oui, qui vont tous aider à faire comprendre le texte. Donc ça, c'est la première étape, une sorte d'introduction, si vous voulez. D'accord. La deuxième étape, compréhension de base. Cette étape vous aide à développer la compréhension écrite. OK, l'objectif de lecture est très important dans l'étude d'un poème, oui. Les pédagogies qui s'appuient sur la littérature proposent 4 modalités d'apprentissage. Lire pour écouter et pour parler, lire pour écrire, lire pour apprendre et lire pour se comprendre. OK? Donc, cette étape mène progressivement vers le sens d'un écrit, à comprendre et à lire différents types de textes. Dans cette deuxième étape, c'est important de voir que les apprenants ont un sens global du poème. Les émotions qu'ils projettent à cette étape vont les aider à saisir peu à peu l'idée centrale du poème. Ici, j'ai choisi un extrait du poème de Guillaume Apollinaire, un poète vraiment prolifique
du début du XXe siècle. Le terme calligramme a été inventé par lui. Qu'est-ce que c'est, le calligramme? La disposition graphique sur la page forme un dessin, souvent en rapport avec le sujet du texte. Et comment est-ce que ça aide? Il allie l'imagination visuelle à celle portée par les mots. Donc, vous voyez ici, le pont Mirabeau, ça c'est le poème que j'ai choisi, et vous voyez le calligramme qui est en forme d'un pont, comme vous voyez, oui. Parce que c'est difficile de lire, j'ai ici marqué quelques lignes pour faciliter, pour vous de lire. Donc, cette deuxième étape, les activités proposées, préparer un glossaire avec les mots-clés. Ceci, vous comprenez ce que c'est qu'un glossaire, oui? Ceci va aider les apprenants à saisir l'essentiel du poème. Ensuite, vous les mettez en groupe et donnez à chaque groupe une strophe du poème. Ils vont découvrir grâce au texte, le lexique, des faits de civilisation, les éléments de grammaire, de structure, qui vont les amener à s'enrichir. Laissez-les découvrir eux-mêmes, n'est-ce pas, certains éléments que vous avez, bien sûr, déjà fait une introduction. Ceci va aussi les aider à maîtriser les règles principales à l'écrit, les accords, les types de phrases, les formes verbales, oui, etc., etc. La troisième étape, une analyse plus détaillée. C'est l'étape où, bien sûr, on commence un peu plus à demander la participation des apprenants, oui. Et cette étape est de développer l'expression orale des apprenants. Selon certains didacticiens, c'est important dans une classe de FLE que les apprenants étudient un poème par cœur. Pourquoi est-ce que c'est important? Eh bien, cela les aide à fixer une bonne prononciation tout d'abord, une bonne intonation. Et aussi, cela les aide également à mémoriser les structures de la phrase. Pour illustrer, nous avons choisi un poème de Jacques Prévert, poète et scénariste français très reconnu. Ces poèmes sont très populaires et massivement appris dans les écoles françaises. Déjeuner du matin, ça c'est le poème que j'ai choisi. Si vous regardez la structure, c'est très très facile. Il a mis le café dans la tasse, il a mis le lait dans la tasse de café, il a mis le sucre dans le café au lait et la petite cuillère, il a tourné, il a bu le café au lait et il a reposé la tasse sans me parler. Faites lire à haute voix, c'est très important parce que ceci ne retient pas seulement une bonne prononciation et une bonne introduction dont on a déjà parlé, mais l'expression orale se développe ainsi. Donc, c'est très important de le faire lire à haute voix. Si vous lisez vous-même, ça ne va pas développer votre expression orale. Oui? Ensuite, l'enseignant peut proposer aux apprenants de le réciter avec des émotions différentes. Vous voyez? Avec joie, en colère, frustré, même déprimé, pourquoi pas? Cette variété dans le récit du poème augmente la confiance de l'apprenant et amplifie sa capacité linguistique. Ça, c'est ce qu'il nous faut, n'est-ce pas? C'est ce que nous cherchons à développer chez les apprenants. Bien sûr, vous pouvez proposer des activités comme jeu de rôle qui mettent en scène pas seulement la situation, le thème, mais aussi le lexique et le point grammatical observé. Quatrième étape, et ça c'est l'étape cultivée qui est importante, mais je pense que cette quatrième étape doit être d'abord cultivée par l'enseignant lui-même. Cultiver un intérêt approfondi pour la poésie. OK? Et cette étape développe l'expression écrite. À cette étape, quand vous arrivez à cette étape déjà, les apprenants sont déjà familiers avec le poème. Oui? L'enseignant pousse les apprenants à cultiver un intérêt
pour la poésie en essayant de singulariser l'information du poème afin de mieux comprendre leur propre vie. Ça, c'est l'étape où l'enseignant demande aux apprenants de se voir soi-même dans le poème, si possible, n'est-ce pas? Il faut susciter l'écriture chez les apprenants. Ils doivent faire des efforts en réinvestissant les structures formelles, lexique, grammaire, la prononciation, etc., qui sont présentées, bien sûr, dans le poème. C'est l'étape qui favorise le passage d'une compétence linguistique à une compétence discursive. Donc, l'étudiant devient un lecteur, il devient un rédacteur. Oui. Pour illustrer, nous avons choisi un extrait de poème de Pierre de Ronsard, un poète prolifique, 16e siècle, qui était un vrai romantique. En fait, les poètes romantiques du 19e siècle ont été vraiment inspirés par lui. Lamartine, Musset et les autres. Oui. Sonnet pour Hélène. Quand vous serez bien vieille au soir à la chandelle, assise auprès du feu dévidant et filant, direz chantant mes vers en mots émerveillants, Ronsard me célébrait du temps que j'étais belle. Les activités que nous proposons, donnez des questions simples. Dans la première étape, vous avez donné des questions à l'oral. Oui, ici, c'est à l'écrit. Pour vérifier la compréhension, par exemple, des questions à choix multiples, des QCM. Oui, vous répondez avec oui ou non, ou encore cocher la bonne réponse, etc. Demandez aux apprenants de remplacer les verbes par d'autres verbes pour voir l'effet que cela va produire. Vous pouvez essayer ça, c'est très intéressant et ça, ça éveille vraiment chez les étudiants, ils voudraient s'exprimer, ils voudraient montrer qu'ils ont compris, qu'ils sont capables de se rappeler des autres verbes qu'ils ont fait en classe et pour voir comment ils peuvent les intégrer là, où est-ce qu'ils peuvent les intégrer, toutes sortes de actions, vous allez voir chez eux. On pourrait élargir le vocabulaire en proposant les synonymes et les antonymes des mots-clés et leur demander de créer des phrases similaires en utilisant ces synonymes ou ces antonymes. Une autre tâche qui pourrait intéresser les apprenants serait de réécrire le poème, soit en prose ou sous forme de dialogue, pourquoi pas. Oui. Donc, cette étape, les apprenants sont souvent capables d'ajouter, de même écrire une strophe de leur façon. Je dis de leur façon parce que vous ne pouvez pas attendre qu'ils écrivent comme le poète lui-même, mais de leur façon, il faut les encourager. Cela fait ressortir leur créativité. Et je vous assure, si vous pouvez faire sortir leur créativité, je vous assure que vous aurez une classe très interactive, oui, plein d'actions, oui. C'est ce qu'il vous faut, en fait. Ça, c'est votre but, c'est ce que vous attendez. Vous voulez que les apprenants parlent cette langue, n'est-ce pas? Donc, ce sont tous des outils, comme on a déjà parlé, des outils qui vont d'une manière faciliter cette action. Mais bien sûr, le succès de ces étapes dépend sur 3 critères. Tout d'abord, et ça je réfère à l'enseignant vous devez prendre conscience du rôle de la poésie dans une classe de fleurs. Elle est bien favorable parce qu'elle favorise la motivation pour lire et pour apprécier la langue. Elle a le potentiel de créer un environnement où l'apprenant peut faire preuve de créativité. Elle donne l'occasion de s'exprimer dans une classe où les apprenants ne se sentent pas vraiment à l'aise, toujours, oui, surtout devant les camarades de classe. La poésie favorise les activités en groupe qui servent pour comprendre profondément la nature humaine.
Deuxième critère, sensibilisation à la pratique linguistique à travers la poésie. On peut exploiter la poésie comme un outil pédagogique. Cette idée doit d'abord entrer dans votre tête. Oui, parce que la poésie développe la polyvalence chez les apprenants. Elle l'aide, pas seulement à parler, à écrire, à écouter, à lire le français de manière concrète. Les apprenants acquièrent de nouveaux mots et des expressions nouvelles, n'est-ce pas? Ils comprennent que la poésie les sert beaucoup pour la pratique linguistique. Les activités en groupe, comme des puzzles et des mots croisés, favorisent la communication entre eux. Donc, bien sûr, il y a des défis que les enseignants doivent surmonter pour exploiter la poésie en classe de fleurs. L'utilisation de la poésie en classe de fleurs prend du temps, oui. Ça, j'accepte. Et très souvent, vous n'avez peut-être pas beaucoup de temps. Mais si l'enseignant reste motivé, parce que il doit tout préparer en avance. Sans préparation en avance, vous ne pouvez pas exploiter la poésie en classe. Ça, c'est sûr. Oui? Car l'exploiter la poésie en classe de fleurs peut être souvent s'achever dans l'échec à cause de deux choses. Le mauvais choix du texte, oui, premièrement, et le manque d'objectifs. Vous devez être clair dans votre perception. Pourquoi tel poème vous voulez exploiter? Quel est votre objectif? Comment est-ce que vous allez l'exploiter? Qu'est-ce que vous attendez obtenir de ce texte? Oui, ce sont des choses que vous devez préparer en avance, avant d'arriver en cours de fleurs. La poésie exige beaucoup de temps et d'efforts pour obtenir une participation efficace en classe. Mais si vous pouvez être motivé à préparer en avance, la participation en classe serait vraiment efficace. Ça, je vous l'assure. Vous devez bien sûr aussi choisir des activités spécifiques qui vont motiver les apprenants sans les ennuyer. Bien sûr, le choix des activités va dépendre de l'âge et le niveau des apprenants, bien sûr. Oui, ça, vous êtes l'enseignant, vous allez connaître. Donc, il n'y a pas de problème. Les poèmes ne sont pas vraiment écrits pour un objectif pédagogique. Non, absolument pas. Mais, si vous voulez les intégrer dans une classe de feu, vous devez mettre beaucoup d'efforts. Donc, si vous restez motivé, vous allez être capable d'apporter une atmosphère personnelle et collaborative en classe pour faire participer les apprenants à l'expérience littéraire, qu'elle soit en ligne ou hors ligne. Je pense que maintenant, c'est en ligne, oui, à cause de la pandémie. Et ceci va les aider à établir un pont, oui, entre un poème et la méthodologie de l'enseignement. J'ai mis des langues, mais, parce que ça s'applique à toutes les langues, mais du français, bien sûr. Donc, qu'est-ce que la littérature nous donne? La littérature nous donne, pas seulement aux apprenants, mais aussi à l'enseignant, un espace privilégié de lecture et d'identité et d'altérité, avec accès au monde socio-culturel que la langue accouple et de réflexion sur la langue. Et ceci, ouvre toute une nouvelle perspective sur l'enseignant de choisir des textes d'auteurs qui peuvent devenir des passeurs culturels pour la classe de fleurs, n'est-ce pas? La réflexion sur la langue française et le dialogue entre les cultures qui s'avèrent à travers le texte permettent de maintenir une approche interculturelle. Bon, j'espère que j'ai quelques minutes
Donc, pour conclure, ce que j'aimerais vous dire, le but de l'approche communicative, ça vous le savez déjà, mais repose sur le fait que les apprenants sont placés dans un climat constructif de coopération et d'interaction, avec une large participation. Et je vous assure que la poésie aide à susciter une telle atmosphère conviviale et interactive pour l'apprentissage de la langue. Donc, les étapes proposées sont flexibles. Hein? Il ne faut pas penser qu'on doit aller ainsi, mais vous pouvez les adopter comme vous voulez. Oui? Capable de promouvoir les apprenants vers une discussion stimulante et une sensibilisation au langage. La poésie n'est pas seulement une ressource authentique différente par sa richesse culturelle, mais elle prévoit une dimension esthétique et une force émotive. D'ailleurs, elle est la meilleure preuve de la richesse de la langue et de ses nuances. Si le français est devenu aujourd'hui et demeure aujourd'hui une langue universelle, c'est le fruit de longs siècles d'efforts et d'attention. Le mérite d'une langue claire, précise et nuancée qui convient à toutes les formes d'expression. Finalement, l'objectif principal de ce webinaire était de discuter les raisons d'utiliser la poésie française en contexte du fleuve. Okay? Le deuxième objectif était d'indiquer les approches les plus bénéfiques qu'on peut adopter pour aborder un poème en classe de fleuve sans perdre son aspect littéraire dans la poursuite de l'apprentissage d'une langue étrangère. Donc ici, ce que je vous ai présenté, ce sont mes réflexions et mes analyses qui sont basées sur mes propres observations depuis 3 décennies dans le cadre de l'enseignement du fleuve et de la littérature française à Bengaluru Central University. Merci pour votre attention et bonne chance. Voilà. J'espère que j'ai pu vous convaincre que vous devez utiliser la poésie dans votre classe de fleuve et comment l'exploiter. Oui, merci madame. En tant que prof de français, on est toujours hésitant. Mais c'est vrai que ces hésitations sont valables, mais pas insurmontables. Donc, merci d'avoir proposé tant de pistes pour, en fait, comme vous avez dit, c'est un monument d'inapprochable, mais il ne le semble plus. Donc, merci d'avoir partagé ces pistes. Nous avons quelques participants avec nous en live. Et Jaïta voulait vous poser une question. Pardon, madame, est-ce que vous pouvez partager, est-ce que vous pouvez transmettre les droits de l'animateur à Arun? Arun, attendez. Bonsoir, Jaïta. Bonsoir, bonsoir. Oui, c'est bon. Merci, madame. Bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Merci beaucoup. C'est votre présentation. C'est une excellente communication. J'ai appris beaucoup de choses de votre communication. Et ma question est, quand on parle, on enseigne une poésie dans la classe de flow, est-ce qu'on doit parler de la biographie de ce poète ou de son école? Ça dépend sur le poème. Si vous choisissez des poèmes simples, par exemple, comme nous avons vu, le poème de Maurice Carême, oui, Mon petit chat. Ce sont des poèmes, bien sûr, vous pouvez leur dire que c'est un poème écrit par tel auteur, etc. Mais une contextualisation n'est pas vraiment nécessaire. Une contextualisation est nécessaire quand vous allez utiliser des poèmes, par exemple, des poètes qui appartiennent à qu'on appelle des classiques ou des poètes du 19e siècle, n'est-ce pas? Parce que c'est très en arrière.
Mais si vous choisissez des poèmes des poètes du XXe siècle, par exemple, ce n'est pas vraiment nécessaire. Vous pouvez aborder directement avec le poème. En fait, une fois qu'ils ont compris, quand vous avez exploité le poème, vous pouvez leur demander de faire des recherches eux-mêmes sur le poète, sur la période, sur le pays, la société de cette période, n'est-ce pas? Donc, ça dépend du niveau de classe. Bien sûr. Le choix dépend du niveau et de l'âge de vos apprenants. Oui, il faut faire attention. C'est pour ça que je dis le choix du texte, ça demande une préparation en avance. Ok, vous ne pouvez pas dire, oh, juste je vais exploiter ce poème aujourd'hui. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut que vous avez fait votre préparation en avance. Oui, que vous avez votre objectif en place. Oui, avec quel objectif vous voudriez utiliser ce poème? Tout ça, ça doit être en place avant que vous pouvez l'utiliser en classe de français. Sinon, ça peut, vous pouvez avoir un grand échec et ça peut ennuyer les étudiants et ils ne seront pas du tout motivés et intéressés. Oui. Oui. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Merci, Jaita. Il y a M. Piyush Chobe qui voudrait poser une question. Est-ce que vous pouvez allumer votre vidéo, Piyush? Bonsoir, Piyush. Bonjour, madame, et merci beaucoup pour votre belle présentation. Madame, je m'appelle Piyush. Je suis chercheur au département de l'étude française, Banaras Hindu University, Varanasi. La question de cette ville sacrée est quand la poésie est un genre particulier de la littérature, on peut déjà connaître, mais la compréhension de la poésie est très rare ou n'est pas très générale. Comment on peut catégoriser la poésie selon le niveau des apprenants, même si vous voulez? Tout d'abord, bien sûr, la poésie est un genre bien différent des autres genres, ça c'est sûr, oui. Oui, madame. Mais la poésie a beaucoup de variétés. D'accord? Nous avons des poèmes qui sont écrits seulement pour les enfants. Oui? Par exemple, Jean de La Fontaine était un fabuliste qui a utilisé des poèmes, pas des poèmes, des fables qui sont aussi une forme de genre de poésie, avec des animaux. Vous comprenez? Donc, le choix, et il y a aussi des poèmes qui sont pour un public adulte. Oui? Par exemple, nous avons des poèmes de Charles Baudelaire. Oui? Nous avons même Apollinaire. Ce sont des poèmes pour des adultes. Oui? Quand je parle, pour des plus de 18 ans, quoi, les adultes. Donc, le choix est tellement là que vous pouvez vraiment choisir selon l'âge des apprenants et selon l'intérêt des apprenants, selon le niveau des apprenants, certains poèmes que vous pouvez exploiter en classe. Bien sûr, ceci, bien sûr, va demander beaucoup de travail de votre part, c'est-à-dire vous devez faire beaucoup de recherches, vous comprenez? Mais si vous choisissez, par exemple, des poètes modernes, quand je dis modernes, 20e siècle et de suite, ce sont des poètes qui ont écrit beaucoup de poèmes qui sont faciles à comprendre. La structure est très simple. D'accord? Donc, ceci facilite aussi la compréhension. Donc, la seule chose que je peux vous suggérer, c'est de commencer à rechercher. Oui? Vous allez trouver plein de poèmes pour tous les niveaux et pour tous les âges. Ça, je vous l'assure. Ça, c'est bien appris. Oui, madame. Merci beaucoup, madame. Merci, monsieur.
Merci, madame, pour cette réponse. J'invite maintenant Antoinette qui voulait poser une question. Madame Antoinette Daniel, vous pouvez allumer votre vidéo, s'il vous plaît. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez activer votre micro? Is it audible? Oui. Yes. Bonsoir. Les éléments morpho-syntaxiques. Pardon, madame, on ne vous entend pas du tout. Je vais vous transmettre la question de madame Daniel. Allez-y, Nirali. Oui, elle voulait savoir en fait ce que c'est que les éléments morphosyntaxiques dont vous avez parlé. La morphosyntaxe, n'est-ce pas, concerne l'ensemble des structures qui permettent de construire un énoncé qui est grammaticalement correct. Donc, c'est créer une phrase française qui est grammaticalement correcte. Donc, tout d'abord, bien sûr, quand vous allez apprendre à vos étudiants de créer une phrase en français qui est grammaticalement correcte, comment est-ce que vous prenez? Vous allez expliquer, n'est-ce pas? Quelles sont les différentes parties de discours? Oui. Où est-ce qu'il se place? Comment on forme une phrase? Donc, tous ces éléments qui parlent de la structure d'une phrase ou d'un énoncé, on appelle ça la morphosyntaxe. Est-ce que vous avez compris? Vous avez compris? Je pense que son audio n'est pas très clair, mais j'imagine qu'elle vous a entendu. Bon. OK. Je ne sais pas si elle a entendu, mais bon. Bon, merci madame, on espère que vous avez entendu la réponse. Il y a madame Anita Patel qui voulait vous poser une question. Allez-y madame. Bonsoir, merci pour ce webinaire très intéressant. Je voudrais savoir à quel moment on introduit la poésie en classe. Par exemple, avant de faire un point de grammaire ou après avoir fait la grammaire. Madame Venkatesh, il faut que vous activiez votre micro. C'est pas activé. C'est activé, Nirali. Ah, ok. Maintenant, on vous entend. Oui. Ok. Bonsoir, je m'appelle Anita et merci pour ce webinaire très intéressant. Je voudrais savoir à quel moment on introduit la poésie en classe. Ça veut dire, par exemple, si on a fait un point de grammaire, est-ce qu'on introduit la poésie avant ou après avoir expliqué la grammaire? Vous m'entendez? Nirali, vous m'entendez? Oui, oui, Anita, on vous entend bien, mais je ne sais pas si Madame Jyoti Venkatesh nous entend. Ah. Est-ce que vous nous entendez, Madame? Je crois qu'il y a un petit problème technique.
attendre une minute? Ah oui. Ouais, je pense que Madame s'est déconnectée. Ah, Pas de ok. problème. Oui, bonsoir à tous. Non. Oui, est-ce que je peux vous passer la parole pour que vous puissiez parler des événements en attendant Madame? Arun, votre micro est désactivé. J'invite Dr. Jayvardhan Singh Rathore pour dire quelques mots sur le webinaire. Oui, bonjour tout le monde. Vous m'entendez bien? Oui, c'est bon, on vous entend. Très bien. Oui, je pense que c'est à cause d'un souci technique. On a perdu Dr. Jyoti Venkatesh, mais on va essayer de la revoir, peut-être on va essayer de la reconnecter. Entre-temps, je vais vous parler, je vais vous expliquer de toutes les activités, ce qu'on a fait pendant ce temps-là. Mais il y avait certaines choses qu'on a organisées. Par exemple, il y avait tout d'abord le webinaire sur le phonétique. Après, on avait aussi organisé un événement sur les chansons. Et puis, il y a beaucoup d'autres activités qu'on a organisées. Et dans les jours qui viennent, il y aura d'autres événements aussi. Et pour l'instant, je pense que ça va être un petit peu compliqué de connecter avec Madame Jyoti Venkatesh. Et je pense que s'il y aura d'autres questions pour elle, n'hésitez pas à les mettre, vous nous envoyez et on va lui envoyer ces questions-là pour qu'elle puisse vous envoyer les réponses. Et je pense que c'était un webinaire assez intéressant parce qu'on a compris beaucoup de choses. Et donc, je remercie vivement Dr. Jyoti Venkatesh et aussi tous les participants qui sont là dans ce close group et aussi qui nous suivent depuis YouTube Live Vidéo. Et aussi un grand merci à Nirali pour animer cette séance. Et maintenant, je vais passer la parole à Dr. Arun Kumar Santhalingam pour nous parler d'un événement qui va se dérouler ensuite après et pour nous parler aussi de certaines activités de notre association IF Pro et de French House Jaipur. À vous la parole, Dr. Arun Kumar. Merci. Alors, tout d'abord, je voudrais remercier Dr. Jyoti Venkatesh pour sa belle présentation. Et nous allons organiser beaucoup d'activités comme ça dans les mois qui viennent. Alors, chaque mois, vous allez avoir beaucoup de surprises de la part de AF Pro et Friends of Jaipur. Avant de terminer, je voudrais dire quelque chose à propos du colloque qui va être organisé le 9 septembre. Donc, je crois qu'il y a pas mal de profs qui se sont déjà inscrits. Et j'attends impatiemment votre présence virtuelle le 9 septembre. Alors, je passe la parole à Nirali. Merci Dr. Santhalingam. Je remercie de fond de mon cœur AIF Pro et de French House Jaipur d'avoir organisé ce webinaire et plein d'autres événements que vous avez organisés pendant le confinement. Et je remercie les participants qui sont là et qui nous suivent depuis YouTube. Je vous rappelle qu'il y a un formulaire de retour à remplir pour que vous ayez vos certificats, vos attestations de participation. Et si vous n'êtes pas sur notre groupe WhatsApp,
envoyer un message à Dr. Jayavardhan ou Dr. Arun Kumar. Comme ça, vous aurez les notifications pour les événements à venir. Même si Madame Jyoti Venkatesh n'est pas là, on espère qu'elle nous écoute sur YouTube. Madame, merci beaucoup d'avoir animé cet atelier utile et intéressant. Merci encore et bonne soirée à tous. Merci, au revoir. À la prochaine. Juste un instant pour le feedback. Oui. Ouais. Juste un instant pour le formulaire de feedback. Là, je vais partager le lien de feedback sur YouTube. Donc, les gens qui regardent la vidéo, vous pouvez tout de suite noter le lien. Je crois que la plupart, vous avez déjà reçu le lien de feedback dans votre boîte aux lettres. Vous pouvez consulter, en fait, c'est le même. Voilà. Bon courage. Très bientôt. Merci Nirali. Merci encore. Ouais, très bientôt. À la prochaine. Ouais.